Bonjour, aujourd'hui à nouveau l'algorithme de Dijkstra. J'avais déjà consacré une vidéo sur cet algorithme très important et central en théorie des graphes, mais aujourd'hui je voudrais rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc un résumé à une image de ce que je vais faire, ça va être ça. Alors attention, ça va être une vidéo un petit peu plus longue et un petit peu plus technique peut-être que les vidéos précédentes. Je vous invite à voir ma première vidéo sur cet algorithme pour en saisir tout l'esprit. Ici, les diapositives vont être un petit peu plus chargées puisque je vais montrer du pseudocode, du code algorithmique. On va voir tout ça un petit peu en détail. Mais je ne peux pas rentrer malgré tout dans tous les détails, c'est impossible. Il faudrait pour ça vraiment choisir, dans ce cas-là, un langage de programmation et puis vraiment le programmer pas à pas dans un langage de programmation proprement dit. Donc j'ai quand même fait des simplifications, mais on va voir tout ça. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on a en entrée? Les données du problème sont les suivantes. On a un graphe G composé d'un ensemble de sommets. Alors pour l'illustration, comme d'habitude, je vais illustrer les choses sur un exemple. Ça va être ça, cet ensemble de sommets. Et puis on va avoir un ensemble d'arcs, puisque Dijkstra s'intéresse aux graphes orientés. Donc ce sont des arêtes dirigées, par exemple ça. Et sur chaque arc, il va y avoir un poids, une pondération, une valuation. Alors ici, on va voir le poids comme la longueur de l'arc. Donc si le terme poids ne vous plaît pas, pensez à longueur d'arc. Donc ici, ça va être des valeurs. J'ai choisi des entiers, mais ce n'est pas nécessairement des entiers. Donc par exemple, l'arc de 3 vers 4 est de longueur 7. Il est donc 7 fois plus grand que l'arc qui va de 3 vers 2. Voilà, donc ça c'est les longueurs des arcs en bleu. Ensuite, il va falloir prendre un sommet de départ, qu'on va appeler R, qui va être représenté un petit peu en rose comme ça, et pour l'illustration, j'ai choisi 3. Donc ça va être ce sommet-là. Bien, on suppose que ce graphe est quelque part en mémoire, en données, alors éventuellement sous forme de matrice. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais consacrée aux structures de données pour capturer des graphes. Alors là, ici, ça sera un graphe orienté et pondéré. Donc on imagine qu'on a ça en mémoire, sous une forme ou sous une autre. Là, ça va aussi dépendre de votre langage de programmation. Et par ailleurs, on va utiliser des structures de données pour faire avancer l'algorithme. Alors quelles sont-elles? Première, c'est D de U. Alors pour chaque sommet U, D de U va à la fin indiquer la longueur du plus court chemin de R vers U. De R vers U. Voilà. Donc, ça va être le résultat, un des résultats à la fin. Et parent de U, ça va être le dernier pas d'un plus court chemin de R à U. Donc pour aller de R à U, on va suivre un certain nombre d'arcs, et puis le dernier, ça va être parent de U vers U. Et ensuite F. Alors F, c'est un peu le point délicat, puisque en réalité, il faudrait le programmer comme une file d'attente de priorité. Bon, là, je vais me contenter de faire des choses assez simplifiées. Bon, je vais y revenir un petit peu là-dessus. Alors, la première chose à faire, c'est d'initialiser toutes ces structures de données. Donc, le graphe, on suppose qu'on l'a, et puis il va falloir initialiser D, parent et F. Alors, regardons comment faire. Donc, on va faire une boucle sur tous les sommets, et on va mettre, dans chaque case D de U, on va mettre la valeur infinie. Alors là aussi, ça dépend du langage de programmation que vous avez pour effectivement mettre cet infini. Donc là, on va supposer que toutes nos valeurs de longueur sont strictement positives. Hein. Donc éventuellement, on pourrait mettre le plus grand des entiers ou la plus grande des valeurs ou faire un codage spécial, à vous de voir. Ensuite, dans chaque case du tableau parent, on va mettre nil. Alors, ça s'appelle nil dans certains langages, nul dans d'autres, non éventuellement dans d'autres. Là aussi, c'est nil de manière générique. Une fois qu'on a fini cette boucle, on va dire, et c'est là que je fais une grosse approximation, que F, cette structure, au départ, ça va être V. Donc F, ça va représenter l'ensemble des sommets qui n'ont pas encore été traités. Donc au départ, il n'y a aucun sommet qui est traité, donc F égale V. Et ensuite, la seule chose qu'on connaît, c'est que la distance de R à R, c'est 0. Donc voilà, on va pouvoir mettre ça. Alors, au-delà de cette vision algorithmique, regardons ce qui se passe, je dirais, en coulisses et en mémoire. Donc on a un ensemble U, j'ai fait exprès ici les sommets, je les ai numérotés ici de 1 jusqu'à 7. Peut-être que dans certains langages de programmation, il serait plus utile de les
programmer de 0 à 6, hein, ça c'est encore des détails techniques. Et puis on a un tableau D, donc un tableau qui va être, que je vais représenter sous forme de case ici, dans lequel, dans l'initialisation, je mets l'infini, comme ça, donc cette valeur infinie. Alors, pour un petit peu de clarté, je vais représenter aussi ces infinis à côté de chaque sommet sur le graphe, comme ça. Ensuite, j'ai un tableau parent, donc qui est composé ici aussi de 7 cases, et au départ, je mets la valeur nil. Voilà, donc j'ai une absence de valeur. Donc dans parent de U, à la fin, il va y avoir des sommets. Ensuite, F. F, ici, je vais le représenter de manière très basique, en fait, très schématique, par un tableau dans lequel je mets les sommets de 1 jusqu'à 7. Au départ, ils y sont tous. Et la première des initialisations de ces structures de données, c'est D de R égale 0. C'est la dernière ligne de la procédure d'initialisation. Eh bien, faisons-le. Donc on va enlever la valeur 0 qui est en haut, la valeur infinie, pardon, qui est en haut et en bas dans le tableau, on va remplacer ça par un 0. Et voilà. Fin de l'initialisation. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Alors, effaçons tout ça, décalons un petit peu les choses, et maintenant, regardons le code de l'algorithme de Dijkstra. Alors attention, un code vraiment, encore une fois, simplifié. Hein. Si vous devez le programmer, il vous faudra approfondir tout ça, et je vous donnerai une référence à la fin pour le faire. Alors, une activité importante dans l'algorithme de Dijkstra, c'est le relâchement d'arc. Donc voilà une procédure qui s'appelle relâchement, qui prend en entrée un arc de U vers V, et voici ce qu'elle fait. Elle fait un test, si D de V est strictement supérieur à D de U plus le poids de l'arc UV, le poids que l'on retrouve dans le graphe, alors on va mettre à jour D de V, en posant comme étant égal à D de U plus le poids de l'arc, et on va mettre à jour parent. Donc parent de V, maintenant ça va être U. Alors évidemment, tout ça, on le reverra en action tout à l'heure. Hein. Maintenant, l'algorithme de Dijkstra proprement dit, qui prend en entrée un graphe G et un sommet R. Ici, R, ça va être à 3. La première chose qu'on va faire, c'est l'initialisation. Mais ça, j'ai déjà montré comment on le faisait, mais enfin, c'est l'écriture de l'algorithme de Dijkstra, il faut commencer par initialiser. Et ensuite, tant que F, donc cet ensemble à la fin, F, est non vide, donc tant qu'il y a des sommets à traiter, si vous voulez, eh bien on va les traiter. On va extraire de F le sommet, je vais appeler U, qui a la plus petite valeur D de U, parmi tous les sommets de F. Et ce sommet-là va servir de référence pour relâcher, ensuite on va relâcher tous les arcs sortants de U. Donc tous les arcs de type U vers V. Voilà, donc on va faire une boucle sur tous les arcs sortants de U, donc les arcs U vers V, on va relâcher l'arc UV. Alors là aussi, on le verra en action, hein, ensuite. Et puis, à la fin, une fois que la boucle tant que est terminée, avec les sous-boucles pour, on va retourner le tableau D, le tableau parent. Alors, à noter qu'ici, on n'est pas obligé de retourner les deux. Tout dépend de l'usage que vous voulez faire des résultats de l'algorithme de Dijkstra. Parfois, on est intéressé que par la valeur des distances, là, des D, parfois que des parents, parfois des deux. Là, peu importe, hein, ça dépend de ce que vous voulez en faire. L'algorithme de Dijkstra, quelque part, ici, on peut le voir comme un outil, et tout dépend de ce que vous voulez faire de cet outil. Bien, eh bien, maintenant, nous sommes prêts à attaquer. Voilà, donc on va effacer ça, et on va, donc l'initialisation a déjà été faite, on va regarder, tant que F est non vide, F est non vide, vous voyez, en bas, il est encore complètement rempli. On va extraire de F le sommet U, qui a la plus petite valeur D de U. Alors regardez la ligne D de U, il y a l'infini partout, sauf en 3 où il y a 0. C'est normal. Donc du coup, U, ça va être 3. Donc comme on extrait U de F, on va l'enlever ici de F. Voilà, je l'ai fait brûler en bas, je l'ai enlevé de F. Très bien. Maintenant, je vais relâcher tous les arcs sortants de U. Alors, qui se trouve être R pour l'instant, c'est-à-dire le sommet 3. Alors regardons sur le graphe, en haut, quels sont les arcs sortants de 3. Eh bien, il y a 3, 4 et 3, 2. Bien, maintenant, donc, commençons par l'arc 3, 4, par exemple. On va relâcher l'arc, donc U égale 3 et V égale 4. Alors, on va regarder, et il va falloir... il faut connaître la valeur de D de V, c'est-à-dire de D de 4, et cette valeur, on la trouve ici, dans ce tableau. Donc, c'est l'infini.
comme c'est noté. Et ensuite, on va comparer ça, cet infini, à d de u plus le poids de l'arc. Alors, d de u, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve évidemment dans ce tableau aussi, dans le tableau D, bien sûr, à la case 3. Ça vaut 0. 0 plus 7. Alors pourquoi 7? C'est tout simplement parce que c'est le poids ou la longueur de l'arc 3, 4, et ça, vous l'avez sur le graphe. Donc ça fait ici 7. Eh bien, l'infini est strictement plus grand que 7, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre que d de v, c'est-à-dire d de 4, ça va être 7, maintenant, à la place de l'infini. C'est une valeur qui va venir écraser cet infini. Et ensuite, par rang de 4, ça va être 3. Regardons ce qui se passe, les conséquences de ces actions. Ici, voilà, on va remplacer cet infini, on va écraser cette valeur infinie par 7. Voilà, on va effacer ça, on va mettre 7. Alors, on va le mettre aussi, pour confort de lecture, sur le graphe qui est dessiné. Donc on enlève cet infini, on met 7 à la place. Et ensuite, on va modifier la case par rang de 4, et on va remplacer ce nil, donc valeur non connue, par 3. Voilà, on enlève nil et on met 3. Et pour visualiser un petit peu plus ce tableau, on va représenter cette case-là, 4, 3, par cet arc ici sur le graphe, comme ça, comme je l'avais fait dans la vidéo précédente en fait. Voilà, fin du traitement, fin du relâchement de l'arc 3, 4. Alors, je ne vais pas être détaillé sur l'autre, hein. On va relâcher maintenant, on va continuer la boucle de relâchement des arcs sortants de U, c'est-à-dire R, c'est-à-dire 3 ici. Donc on va maintenant relâcher l'arc 3, 2. Alors 2, il a pour valeur infinie, le poids de l'arc c'est 1, et 3 pour valeur 0. Donc évidemment, le relâchement va provoquer la modification dans la case 2 de cet infini qui va être remplacé par 0 plus 1, c'est-à-dire 1. On va le remplacer aussi dans le graphe, comme ça. Et maintenant, par rang de 2, ça va être 3. Donc on va remplacer nil par 3, et on va le symboliser ici par ce petit arc. Voilà. Donc là, c'est la fin de relâchement des arcs sortant de 3. Donc pour noter le fait que le sommet 3 a été traité, on va, ici, c'est simplement un confort visuel, je dirais, le peindre en espèce de orange. Voilà. Maintenant, on continue la boucle tant que f est non vide, on peut le constater en bas, il est non vide. On va choisir le sommet f qui a le plus petit des deux u. Alors, quel est-il? Là, il n'y a pas ambiguïté, hein, il y a infini partout, sauf 0 pour 3, mais 3 on l'a traité, déjà, il n'est plus dans f. Il y a 2 qui a valeur 1 et 4 qui a valeur 7. Donc le gagnant, ici, c'est 2. Très bien, donc comme on fait une extraction de u de f, on l'enlève de f. Voilà. Et maintenant, on va regarder tous les arcs sortants de 2. Donc, qui est notre nouveau sommet de référence auquel on va s'intéresser. D'ailleurs, au passage, c'est le sommet qui est le plus proche, hein, quelque part, de R pour l'instant. Alors, les arcs sortants, vous voyez qu'il y a beaucoup d'arcs ici. Alors attention, l'arc 3, 2 n'est pas un arc sortant de 2, il est entrant en 2. Par contre, l'arc 2, 4, est bien un arc sortant de 2. Alors, relâchons cet arc. Eh bien, ici, on peut constater que le relâchement de l'arc 2, 4 ne fait rien. Pourquoi? Parce que la valeur de D de 4, c'est 7. Et 7, c'est plus petit que la valeur de 2, qui est 1, plus le poids de l'arc 2, 4, qui est 10. Donc ça fait 11. Donc 7, c'est plus petit que 11. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour résumer la chose, il n'est pas plus intéressant pour aller de 3 à 4 de passer par 2, plutôt que d'y aller directement. Donc là, on ne vient pas de découvrir un chemin plus court pour arriver à 4. Celui qu'on avait avant est meilleur que celui-là. Donc ici, le relâchement ne provoque rien, le relâchement de l'arc 2, 4. Alors, le relâchement maintenant de l'arc 2, 5. Bon, ben là, il y a l'infini, donc c'est comme tout à l'heure, hein, évidemment. On va remplacer dans la case 5, on va remplacer cet infini par 1, qui est la valeur de 2, plus le poids de l'arc de 2, 5, qui est 3, ce qui fait 4. Donc on va le remplacer aussi sur le graphe, comme ça. Et puis on va mettre à jour parent, qui pour l'instant est nul dans 5, et on va lui mettre la case
enfin on va lui mettre parent de 5 égale 2. Et on va symboliser ça par une petite flèche ici. Alors, la même chose pour l'arc sortant 2, 6 et 2, 1. Alors là, je vais plus rapidement, je le fais en une étape, voilà. Donc 6 prend la valeur 12 puisque c'est 1 plus 11. Et parent de 6, maintenant, c'est 2. Hein, on vient toujours du sommet 2. La même chose, même effet pour le sommet 1. Ici, on remplace cet infini par 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Et maintenant, parent de 1, c'est le sommet 2, que je symbolise aussi par la petite flèche rouge. Voilà, ça, fin de traitement du sommet 2. Donc on va ici le peindre par confort visuel, et vous voyez que les deux sommets qui sont peints en bas dans les structures de données n'apparaissent plus dans F, ce qui est normal. Est-ce que F est vide? Non, on continue, donc on va chercher le sommet qui a le plus petit des deux U, parmi les sommets non encore, enfin, qui font partie de F. Hein. Donc là, on se retrouve avec une petite question, puisque le sommet 1 et le sommet 5 ont tous les deux la valeur 4, les autres ayant des valeurs plus grandes. Donc lequel faut-il prendre? Eh bien là, l'algorithme ne dit rien, du coup on va prendre le sommet 5, hein, j'aurais pu prendre le 1. Donc 5 va être le sommet de référence maintenant. On va relâcher tous ces arcs sortants, donc les arcs de type 5, quelque chose. Alors attention, il a deux arcs entrants, d'accord, donc ceux-là on ne les relâche pas, hein, c'est pas ce que fait l'algorithme. On va relâcher l'arc 5, 4. Alors 5, 4, est-ce que c'est plus intéressant de passer par 5 pour aller en 4 à partir de 3? C'est ça la question en fin de compte. Eh bien le relâchement de l'arc, voilà, donc ça on l'enlève, et le relâchement de l'arc 5, 4, ici ne fait rien, puisque 4 plus 4, 8 est supérieur à 7, donc c'est pas plus intéressant de passer par 5 pour aller en 4 à partir de 3, il vaut mieux aller directement de 3 vers 4. Voilà, donc le relâchement ici des arcs sortants, enfin de l'arc sortant de 5 ne fait rien. Donc fin de traitement de 5. Donc, je vais le colorier, je l'ai enlevé de F en bas, et je recommence, puisque dans F, il y a encore des sommets. Donc, quel est le sommet qui a le plus petit des deux U? Là, maintenant, c'est non ambigu, hein, puisqu'il reste le sommet 1 qui a valeur 4, le sommet 4 qui a valeur 7, le sommet 6 qui a valeur 12, et le sommet 7 qui a valeur infinie. Donc, c'est forcément 1. Donc, je prends U comme référence, je l'enlève de F, donc en bas, ici, et maintenant, je vais je vais relâcher de 1 tous les arcs sortants. Alors, attention, il a beaucoup d'arcs entrants, 1, hein, il n'a qu'un seul arc sortant, qui est l'arc 1, 6. Alors, regardons ce qui se passe. Là, c'est un cas qui est intéressant, puisqu'on va faire une mise à jour. Donc, vous voyez que D de 6, c'est 12. C'est-à-dire que pour l'instant, la longueur du plus court chemin qu'on ait trouvé pour aller de 3 à 6, c'est de longueur 12. Et il se trouve qu'en passant par 1, eh bien, c'est plus court, puisqu'on va avoir 4 et 5, 9. Alors, que va-t-il se passer? Donc là, effectivement, D de 6 est strictement supérieur, enfin D de 6 égale 12, est strictement supérieur à D de U, c'est-à-dire D de 1 qui vaut 4, plus 5, qui est le poids de l'arc 1, 6, qui vaut donc 9 en tout. Donc du coup, on va mettre à jour D de 6, et alors D de 6 qui vaut 12, voilà, on va retirer cette chose-là, on va mettre à jour tout ça, maintenant, et du coup, on va mettre ici les valeurs 9 pour D de 6, et parent de 6 devient 1. Donc, ce qui se symbolise par cette petite flèche rouge. Donc, vous voyez que le parent de 6, qui était 2 avant, a été écrasé par la valeur 1. Voilà, donc ça, en termes de flèche, ça veut dire qu'on enlève la flèche précédente et on met la flèche nouvelle. Eh bien, fin de traitement du sommet 1. Donc il passe comme ça en orange, et on continue. Donc là, il ne reste plus que le sommet 4, 6 et 7. Donc c'est le sommet 4 qui gagne, ici. Voilà, on l'enlève, on l'extrait évidemment de F en bas, et le sommet 4, on va relâcher tous ses arcs sortants, mais il n'a pas d'arc sortant. Donc ici,
il n'y a aucun relâchement à faire pour 4. Donc fin de traitement de 4. Maintenant, parmi les deux sommets qui restent, il y a 6 et 7. 6 pour valeur 9 et 7 pour valeur infinie. Donc évidemment, c'est 6 qui gagne. On l'enlève de F. Et puis, le relâchement ici de 6, 1, ici ne fait rien. Vous pourrez mettre la vidéo sur pause pour vous en convaincre. Voilà. Donc on enlève 6 de F. Et 6 vient d'être traité. Bien, maintenant il reste 7. Bien, U c'est 7. Donc il n'y a aucun relâchement à faire pour 7, puisque en fait il y a des relâchements à faire, mais les relâchements ne donnent rien, plus exactement. Hein, c'est ça qu'il faudrait plutôt écrire. Donc fin de traitement de 7, voilà, qui vient d'être traité maintenant. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc, si on oublie un petit peu le code et qu'on oublie les autres éléments, on se retrouve avec ça, qui est le résultat, je dirais, de l'algorithme final, hein, dans lequel on a le tableau D de U et le tableau parent. Alors, on peut constater que pour le sommet 7, je l'ai fait exprès ici, comme il n'y a pas de chemin dirigé de 3 vers 7, eh bien la marque infinie initiale reste à l'infini. Et ce sommet est non atteignable, donc c'est normal qu'on mette infini à la longueur du plus court chemin de 3 vers 7. Voilà, donc je dirais une vision un petit peu plus précise, un peu plus détaillée, plus exactement de l'algorithme de Dijkstra. Alors si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous conseille la référence, la référence des références, qui est algorithmique, le Cormen, Laserson, Rivest et Stein, qui est paru chez Duno, une traduction française, qui là va vous expliquer vraiment en détail l'algorithme de Dijkstra, et vous expliquer aussi en détail les structures de données efficaces qu'il faut mettre, notamment pour coder cet ensemble F, sous forme de fil de priorité en fin de compte. Et ensuite, le pas supplémentaire que vous aurez à faire, c'est de choisir ensuite un langage de programmation et d'adapter tout ce langage algorithmique dans un vrai langage de programmation qui va vous permettre, effectivement, à la fin, d'avoir une application qui tourne. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, ça vous aura peut-être éclairci un petit peu les choses sur Dijkstra. J'espère par contre que ça ne vous aura pas perturbé, si vous aviez bien compris l'algorithme de Dijkstra. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.